Est-ce le début de la fin d'LFI? Nous en débattrons. On se pose cette question. La France insoumise a-t-elle un problème avec les journalistes ou plutôt avec les grands médias? Ce qui est formidable, c'est quand même l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que vous avez un parti là qui, on l'a entendu, refuse le résultat des élections, s'appuie sur des milices armées, est ouvertement antisémite. Ça vous rappelle rien dans les années 30? Et ils se disent antifascistes. Non mais on croit rêver. 90 à 95% des faits de meurtres idéologiques à caractère idéologique sont le fait de l'extrême droite. En France, au niveau européen et au niveau mondial, il n'y a pas de doute là-dessus. La marche pour Quentin Dorenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester? Pourtant, sur cette vidéo, un geste répété plusieurs fois laisse peu de place au doute. Parmi les manifestants, de nombreuses mouvances d'extrême droite comme l'Action française, groupe nationaliste et historiquement antisémite, mais aussi de nombreux groupuscules voisins venus d'autres pays européens comme la Suisse ou l'Italie. Votre famille politique doit s'expliquer. Quand votre candidate Martine Vassal reprend une devise pétainiste, quand votre ministre Aurore Berger cite l'antisémite d'extrême droite, Charles Maurras, et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national. Il y a des antifascistes parce qu'il y a des fascistes. Le 11 février 2026, la France a exigé, par la voix du ministre macroniste des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, la démission de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour les territoires palestiniens où l'armée israélienne commet depuis 2 ans d'immenses massacres. En l'accusant d'avoir tenu, je cite, des propos coupables et outranciers. Le problème, car il y a un très sérieux problème, est que dans le monde réel, Francesca Albanese n'a absolument jamais tenu les propos que lui prête ce ministre. En effet, comme l'a immédiatement relevé le journal Le Monde, l'accusation lancée par Jean-Noël Barrot s'appuie sur un montage vidéo largement diffusé par les défenseurs du gouvernement israélien qui déforme une récente intervention publique de la rapporteuse des Nations Unies. Pour exiger le renvoi de cette dénonciatrice inlassable des exactions perpétrées par l'armée israélienne en Cisjordanie et à Gaza, où le génocide en cours aurait déjà fait 1/3 de victimes de plus que ne le disent les bilans officiels, selon une étude scientifique parue la semaine dernière, la France s'appuie donc sur un trucage réalisé par des souteneurs de cette armée. Mais le pire est que, comme l'a aussi relevé Le Monde, les autorités françaises savent parfaitement que les accusations visant Francesca Albanese reposent sur un montage qui déforme à dessein ses propos. Pourtant, ces mêmes autorités considèrent que la rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui n'a donc pas tenu les propos qui lui sont faussement imputés, doit tout de même être sanctionnée car elle aurait, je cite toujours, tenu des positions scandaleuses justifiant les massacres du 7 octobre. Je n'ai ni déformé, ni tronqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre. Mais là encore, c'est un pur mensonge puisque Francesca Albanese n'a jamais justifié le 7 octobre, comme elle l'a elle-même rappelé dans ses réponses au Monde, avant d'ajouter que les accusations portées par le ministère français des Affaires étrangères sont donc de la diffamation pure et simple. Fin de citation. Un ancien diplomate israélien, également cité par Le Monde, semble d'ailleurs partager cet avis et juge quant à lui que Jean-Noël Barrot déforme les faits et dénature l'ensemble du travail de la rapporteuse spéciale de l'ONU, que si ce ministre a été mal informé, il devrait retirer ses accusations et présenter des excuses, mais que s'il s'agit d'une déformation délibérée des propos de Francesca Albanese, c'est encore plus préoccupant à un moment où la montée de l'antisémitisme suscite de réelles inquiétudes parce que cela constitue un acte dangereux de confusion et d'instrumentalisation. Fin de citation. Et bien sûr, il n'est guère étonnant qu'un macroniste profère un mensonge en s'appuyant sur un trucage de la réalité, puisque c'est très exactement ce que font les macronistes depuis bientôt 10 ans. For sure. Mais il faut tout de même rappeler que Jean-Noël Barrot sait parfois faire preuve de beaucoup plus de compréhension et qu'il a par exemple évoqué dès le mois de décembre 2024 une forme d'immunité pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, contre qui la Cour pénale internationale venait d'émettre un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et de fait, cette immunité a bel et bien été accordée au chef du gouvernement israélien, puisqu'il a été plusieurs fois autorisé à survoler impunément le territoire français dans le cours des derniers mois.
De sorte qu'on aurait presque l'impression que plutôt que d'importuner l'ordonnateur d'un gigantesque massacre, Jean-Noël Barrot préfère demander des sanctions contre la représentante des Nations Unies qui les dénonce pour ce qu'ils sont. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Et cette position que j'assume pleinement ne devrait pas, Madame la députée, vous surprendre. D'abord parce qu'elle n'est pas nouvelle. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations Unies parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. For sure. Après le décès à Lyon le 14 février du militant d'extrême droite Quentin Derenque, tué dans une rixe avec des antifascistes, Emmanuel Macron, chef de l'État français, a posté sur X, ex-Twitter, un message dans lequel il adressait à la famille et aux proches du disparu ses pensées personnelles et le soutien de la nation. Dans ce même message, Macron a ajouté qu'en République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l'on tue, et que tout le sens de nos institutions est au contraire de civiliser les débats et de protéger la libre expression d'arguments, puis il appelait, je cite toujours, au calme, à la retenue et au respect. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Quelques heures plus tard, l'Assemblée nationale a observé 1 minute de silence pour Quentin Derenque. Le message de Macron appelle 2 remarques. La première est que, contrairement à ce qu'il suggère dans ce communiqué, le chef de l'État français n'œuvre pas du tout à civiliser les débats ou à protéger la libre expression d'arguments. Bien au contraire, depuis le début de son règne, il n'a cessé de rabaisser le débat public en racontant des horreurs, comme lorsqu'il avait par exemple établi en juin 2017, quelques semaines après son élection à la présidence de la République, une distinction entre les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Fin de citation. Et quand il n'était pas occupé à confisquer purement et simplement le résultat des élections législatives de l'été 2024, il n'a cessé d'entraver ou d'empêcher ce qu'il appelle la libre expression d'arguments, que ce soit au Parlement, en recourant à tour de bras à l'article 49.3 pour museler ce qu'il est convenu d'appeler la représentation nationale. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution. 49, alinéa 3 de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'ai décidé de renoncer à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Ou dans la rue, en réprimant toujours plus durement les manifestations pour la défense de l'environnement ou les mobilisations de soutien au peuple palestinien. Ah, tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant ? La seconde remarque est qu'Emmanuel Macron peut certaines fois se montrer beaucoup moins attentif et compatissant qu'il ne l'a été après le décès de Quentin Derenque. Par exemple, quand l'ancienne internationale de rugby argentin Federico Martín Aramburu a été assassiné à Paris par 2 néo-nazis au mois de février 2022, il n'avait pas trouvé le temps de rédiger le moindre message pour dénoncer ce crime et soutenir la famille et les proches du rugbyman. De la même façon, le président macroniste de l'Assemblée nationale de l'époque n'avait pas jugé utile de demander 1 minute de silence pour cette victime d'un meurtre perpétré par l'extrême droite. L'avocat de Federico Martín Aramburu a d'ailleurs dénoncé cette différence de traitement, dont il estime qu'elle est à vomir et qu'elle constitue, je cite toujours, une monstruosité violemment assénée aux amis et à la famille du rugbyman assassiné, ainsi qu'à toutes les victimes avant et après lui, qui n'ont pas eu droit, elles non plus, au moindre hommage d'un chef de l'État, dont on est bien obligé de se demander selon quels critères exactement il trie les morts qu'il juge dignes du soutien de la nation et ceux qui, semble-t-il, ne le méritent pas. Je dénonce que votre ministère a fait le choix, pour des raisons politiciennes, de réprimer les mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Le 15 février, Macron, toujours lui, a déclaré sur Radio J que la France insoumise était, je cite, un mouvement d'extrême gauche dont les positions, en particulier sur l'antisémitisme, contreviennent selon lui à des principes fondamentaux de la République. Une fois de plus, donc, le chef de l'État français ment effrontément. Ça doit être sa façon à lui de suivre ses propres appels au calme, à la retenue et au respect. Car d'une part, la France insoumise n'est pas un mouvement d'extrême gauche, mais une formation de gauche,
comme l'a confirmé le Conseil d'État au mois de juin 2024, dans un avis dont Macron, confirmant le peu de cas qu'il fait du respect des institutions garantes de l'état de droit, refuse donc de tenir compte. Et d'autre part, cette formation de gauche antiraciste n'est bien sûr pas antisémite, comme le soutient mensongèrement le chef de l'État, sans apporter le moindre élément probant à l'appui de cette calomnie, et pour cause. Mais il ne suffit plus de dénoncer ces accusations ineptes, il faut également rappeler quelques informations relatives à ceux qui les formulent. Par exemple, en 2018, ce n'est pas la France insoumise qui a voulu honorer officiellement la mémoire du maréchal Pétain, antisémite notoire et complice actif de l'entreprise nazie d'extermination des Juifs d'Europe, en soutenant qu'il avait tout de même été un grand soldat, c'est Emmanuel Macron. Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. For sure. Et ce n'est pas non plus la France insoumise qui, en 2020, lors d'un conseil des ministres, a très complaisamment cité l'idéologue antisémite Charles Maurras, condamné à la prison à vie pour intelligence avec les nazis en 1945. C'est une nouvelle fois Emmanuel Macron. For sure. Et pour finir, ce n'est pas la France insoumise qui, en 2022, a maintenu toute sa confiance à un ministre qui avait publié 1 an plus tôt un livre dans lequel il dissertait dans le plus grand des calmes sur ce qu'il appelait les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France à l'époque napoléonienne, et qui a ensuite cité l'historien antisémite Jacques Bainville lors d'une intervention à l'Assemblée nationale. C'est encore et toujours Emmanuel Macron qui, lorsqu'il n'est pas occupé à lancer des accusations dégueulasses contre la gauche antiraciste, semble donc s'accommoder au mieux de certaines ambiguïtés. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Après le décès de Quentin Dorenc, la droite tout entière des macronistes au Rassemblement national a pointé en chœur ce qu'elle a appelé, ouvrez les guillemets, la responsabilité de la France insoumise. Le 16 février, Maude Bréjon, porte-parole macroniste du gouvernement de Sébastien Lecornu, a par exemple décrété que les insoumis, coupables selon elle d'encourager depuis des années un climat de violence, portaient une responsabilité morale dans ce décès. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise. Responsabilité morale évidente. de la France insoumise dans la mort de Quentin. Une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé. Puis, décidément très en verve, elle a ajouté que cette responsabilité s'étendait désormais aux électeurs qui glissent un bulletin LFI dans l'urne au moment de voter. Au sein de la gauche à guillemets, quelques éminents commentateurs ont repris ce refrain répugnant. L'ancien président socialiste François Hollande a lui aussi pointé la responsabilité de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon et ses amis l'ont fait avec un systématisme qui mérite d'être contesté et condamné. C'est une espèce de brutalité dans l'expression, de dénonciation permanente, de mise en accusation, d'outrance, de formules verbales qui blessent. Bien évidemment, Hollande n'a produit aucun exemple précis à l'appui de cette attaque, puisqu'il suffit désormais d'affirmer que les insoumis ne sont pas gentils pour que ça devienne une espèce de vérité révélée. Mais il faut reconnaître à ce fier socialiste une certaine expertise en matière de brutalité dans l'expression, de mise en accusation et de formules verbales qui blessent, puisque lui-même, lorsqu'il était président de la République, avait très tranquillement déclaré à 2 journalistes du Monde qu'il y avait en France, je cite encore, « trop d'immigration qui ne devrait pas être là ». Dans le même registre, emprunté à l'extrême droite xénophobe, Maude Bréjon a quant à elle établi en 2024 sur une chaîne de télévision du très réactionnaire groupe Bolloré un lien entre insécurité et immigration. De sorte qu'il est bien sûr assez tentant de confronter la macroniste Bréjon et le socialiste Hollande à leur propre logique et de leur demander s'ils estiment porter une responsabilité dans les agressions racistes qui se sont produites après leur déclaration. En rappelant bien sûr, cette différence essentielle, que la France insoumise quant à elle n'a absolument jamais tenu de propos légitimant d'une manière ou d'une autre la xénophobie et le racisme. On doit regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois, un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Le 17 février, des policiers de Châteauroux ont voulu interpeller à son domicile un homme de 78 ans pour le placer en garde à vue dans une affaire de dégradation commise contre un cabinet médical. Il leur a alors tiré dessus, puis il s'est retranché chez lui et il leur a lancé 3 grenades
excusez du peu. Après l'avoir finalement arrêté, la police a retrouvé chez lui ce que le procureur de la République de Châteauroux a qualifié de véritable arsenal non déclaré, plusieurs dizaines d'armes de poing chargées, un fusil à pompe, une mitraillette et des milliers de munitions. Mais le détail vraiment intéressant est que d'après le maire de Châteauroux, cet homme qui a donc tiré sur des policiers avant de leur lancer des grenades est, je cite, un militant du Rassemblement national très actif et bien connu. Or, très curieusement, après son arrestation, ni Maud Bréjon, ni François Hollande, ni aucun des commentateurs qui venaient de passer d'interminables heures à mettre en cause les Insoumis dans une affaire dont ils n'étaient aucunement responsables, n'ont cru devoir pointer dans l'affaire de Châteauroux la responsabilité de l'extrême droite. Il sera difficile de trouver preuve plus éclatante de l'évidence que la campagne visant la France insoumise a pour seul et unique objectif, à l'approche de plusieurs échéances électorales importantes, de discréditer par tous les moyens, y compris et surtout les plus sales, la gauche parlementaire antifasciste et antiraciste. Jordan Bardella a dit l'extrême gauche doit faire le ménage, mais l'extrême droite aussi. Hier, il y a un homme qui était âgé de près de 80 ans qui a jeté des grenades sur des policiers et leur a tiré dessus. On découvre que cet homme a été candidat Front National dans les années 1990 et qu'il n'a rien renié de ses accointances avec le Rassemblement National. Donc en fait, le monopole de la violence extrême n'est pas que à LFI. Donc le ménage, oui, mais pour tout le monde. Le 19 février, Martine Vassal, candidate des Républicains à la mairie de Marseille, a déclaré que ses valeurs principales étaient le travail, la famille, la patrie. C'est-à-dire mot pour mot la devise du régime de Vichy. Non de Zeus. Et quand le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, lui a demandé si elle se rendait compte de ce qu'elle disait et lui a fait remarquer qu'elle venait de réciter le slogan du maréchal Pétain, elle lui a très tranquillement répondu « Oui, d'accord, mais moi c'est mon slogan et ce sont mes valeurs. » Okay. C'est assez osé. Mais il est vrai que l'exemple de cette décontraction vient tout de même de très très haut, dans un pays dont le président, quelques mois après son élection, a voulu, comme on l'a dit, honorer la mémoire de celui qu'il a appelé le grand soldat Pétain. Je ne suis pas pétainiste, je suis gaulliste. Et ma seule devise, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Le travail, la famille, la patrie. Le 21 février, Laurent Nunez, ministre macroniste de l'Intérieur, a autorisé la tenue à Lyon d'un défilé présenté comme un hommage à Quentin Derenc, dont il savait pertinemment qu'il allait attirer des groupuscules néo-nazis. Et ça n'a pas manqué, puisqu'au premier rang de ce défilé paradait notamment un militant d'extrême droite condamné pour antisémitisme et pour négationnisme, pendant que d'autres participants faisaient des saluts nazis et lançaient des insultes homophobes et racistes, sans que les policiers qui encadraient le cortège n'interviennent. Ça fait plusieurs fois que dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, on a des saluts nazis. En Italie, on vient rendre hommage à Mussolini avec des saluts nazis. Moi, je ne sais pas à quel moment est-ce que les responsables de ce gouvernement ne vont pas se sentir à un moment donné un peu pris d'effroi de ce qui est en train de se dérouler dans tous les pays européens, quand on a des saluts nazis, quand on a des propos homophobes, racistes qui sont proférés dans l'espace public sans que personne ne s'en inquiète. Moi, je suis extrêmement inquiète par rapport à ce qui s'est... Il faudra se rappeler cette très instructive séquence et ces quelques jours durant lesquels Emmanuel Macron aura dans un premier temps lancé d'infâmes accusations d'antisémitisme contre la France insoumise, avant que son ministre n'autorise dans un deuxième temps, et en toute connaissance de cause, une manifestation durant laquelle des antisémites ont donc été sciemment autorisés à défiler. Elle dit tout d'un basculement gravissime, encouragé depuis le plus haut sommet de l'État, où la vérité n'a plus aucune valeur, où le combat contre l'antisémitisme est quotidiennement instrumentalisé à des fins de basse politique, et où la gauche antifasciste est systématiquement présentée comme une menace pour l'ordre public, pendant que des fascistes sont laissés libres de se pavaner. La marche pour Quentin Derenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester ? Ça ne s'est pas bien passé, non. Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé. Par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, on a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. On l'attendait depuis des années, enfin c'est arrivé. Les nazis sont de retour. Ici, à Muffelin, on se réjouit qu'un régime qui fait la part belle à l'antisémitisme et à l'anticommunisme puisse s'exprimer à nouveau. Le 22 février, comme pour mieux confirmer ce basculement, la ministre macroniste Aurore Berger a très tranquillement appelé le Rassemblement national, parti cofondé notamment par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien, à retirer ses candidats aux élections municipales du mois prochain dans certaines villes pour empêcher la victoire de la France insoumise, qu'elle a qualifié, je cite, de parti anti-France. LFI, c'est ça. LFI, c'est de l'antisémitisme. LFI, c'est un parti anti-France. L'anti-France
C'était très situé historiquement. Ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là. C'est très connoté et ça a été utilisé sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras, mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même étonnant. Cette référence est édifiante, puisque l'anti-France est une appellation forgée par l'extrême droite antisémite au moment de l'affaire Dreyfus pour désigner de prétendus ennemis de l'intérieur accusés de trahir la nation française, et dont le régime de Vichy a ensuite fait un usage intensif pour désigner les juifs, les francs-maçons et les communistes. Mais personne, chez les macronistes, n'a réagi à l'emploi de cette expression pour le moins très lourdement connotée par Aurore Berger, et ce silence est un consentement qui prouve qu'à un peu plus d'1 an de la fin du règne d'Emmanuel Macron, toutes les digues ont bel et bien été emportées, et que ce président qui avait promis de faire barrage aux idées de l'extrême droite les aura en moins d'1 décennie, installés jusque dans les divagations devenues tristement ordinaires de ses plus proches collaborateurs. Merci d'avoir suivi cette chronique, à dans 15 jours.